Bonsoir à toutes et à tous. Donc, Jean-Philippe Parot. J'ai la responsabilité d'une business unit IT digital chez S2I, qui couvre tous les secteurs d'activité. Ça fait à peu près 400 collaborateurs. Et nous sommes implantés majoritairement à Basso-Cambo. Donc, ça, c'est le site de Thales, avec une antenne à proximité de Airbus Defence and Space, donc, dans l'Est toulousain. Bonjour à tous, moi c'est Steve Frérot, je suis un des cofondateurs de Webatrio. Webatrio, c'est une ESL sur Paris, Toulouse et Lyon. À Toulouse, on est en face de l'aéroport, à Villeurbanne. Moi je suis développeur à la base, maintenant je suis CTO de l'agence de Toulouse. Si vous avez des questions tech à la fin, on peut en parler sur. Merci messieurs. Du coup, le marché de la tech à Toulouse, les différents sujets qu'on va aborder, ça va être tout d'abord un petit peu les forces en présence sur le bassin toulousain. Ensuite, on va discuter de l'évolution du marché, donc les profils recherchés, les stacks également recherchés, donc dans les différents secteurs, que ce soit développement, cyber, etc., etc. Et enfin, on va regarder un petit peu les défis et les opportunités du bassin toulousain par rapport aux autres acteurs, français ou autres. Voilà. Avant de commencer, je voulais aussi vous parler de Techit. Donc c'est notre premier événement, à Toulouse. On est très heureux de venir ici. Donc Techit, on organise pas seulement des événements. À la base, on a un réseau social spécialisé dans le secteur de la tech. Et donc sur ce réseau, vous pouvez retrouver des actualités sur le secteur, des offres d'emploi et tous les événements également qu'on organise. Voilà. Donc on sait que le bassin toulousain en tout cas est fortement représenté par l'aéronautique. Quelles sont en fait les entreprises? Est-ce que vous présenter un petit peu les entreprises qui sont présentes sur ce secteur-là? Je vais commencer par Jean-Philippe. Oui, on les rencontre tous les jours, on sait à qui on se confronte tous les jours. Alors déjà, si vous tapez sur ChatGPT, IT digital à Toulouse, vous avez une idée du nombre d'emplois que ça représente? 20 000. Un peu plus. Bon, c'est environ 70 000. Alors, à prendre avec des pincettes, être pareil. Et c'est quand même extrêmement important. Pourquoi? Parce qu'il y a historiquement à Toulouse de très grands comptes que vous ne retrouvez quasiment, je pense, que sur la région lyonnaise, avec autant de grands du côte du CAC 40. Donc bien sûr, tous les grands groupes de l'aéronautique, du spatial, mais vous avez aussi des représentations des grands comptes du tertiaire. Vous avez des implantations Orange à Palma, EDF sur Basso, la Banque Postale au cœur du centre-ville. Enfin, c'est quand même important de savoir qu'à Toulouse, oui, quand Airbus éternue, la ville s'en rue, mais il n'y a pas que l'aéronautique. Pour prendre juste ce que je vis moi au quotidien, j'ai à peu près 60% d'activité pour IT digital pour ma BU sur l'aéronautique et 40% sur le tertiaire. Le tertiaire, c'est secteur bancaire, télécom et énergie. Et santé, pas mal de promesses intéressantes. Donc ça veut dire qu'on peut aussi faire une belle carrière en travaillant dans le secteur tertiaire pour des ingénieurs qui, pour des raisons qui leur sont propres, n'envisagent pas de travailler exclusivement dans l'aéronautique, le secteur spatial. Voilà. Donc les plus grands comptes, vous les connaissez, on va retrouver des grands noms, Capgemini, Sopra, Ineton, Accenture, Atos. Si vous parcourez l'arc-en-ciel qui mène jusqu'à Basso, vous avez quasiment Alten, Inca, Ferrapolis, Vélan. Tout le monde est implanté ou au nord de Blagnac ou au sud de Blagnac en allant vers Basso-Cambo. Donc, je dirais il y a le choix au niveau des employeurs. Bien sûr, les clients ne mettent pas tous leurs œufs dans le même panier. Donc, bien souvent, sur de gros sujets, vous avez au moins en général 3-4 ESN qui sont remises en concurrence régulièrement. Vous entendrez le mot de bundle, vous entendrez des panels, enfin des mots comme ça. Derrière, en fait, les clients massifient de plus en plus des activités pour responsabiliser les ESN, pour leur donner un périmètre à la fois
suffisamment intéressants pour avoir des prix, bien sûr, attractifs, et les engager sur la durée à acquérir les compétences fonctionnelles nécessaires, techniques, pour être capable, puisque c'est quand même le but de ces grands comptes, de s'appuyer sur des partenaires solides et des ESN qui peuvent prendre des engagements voilà, tout au long de la vie de certains projets pour accompagner et servir leurs clients finaux. C'est bien ça l'objectif que l'on a avec ces grosses ESN sur Toulouse. Tu vois, quelque chose. Tu as fait un grand tour justement sur le bassin toulousain. Après, dans tout ce qui est domaine de la santé, on a Pierre Fabre qui était surtout à la classe, qui vient beaucoup maintenant à Toulouse. Donc ça, c'est très intéressant dans le domaine de la santé. Après, on a un Continental aussi qui est un peu un beau compte sur Toulouse. Et après, on a des très bonnes PME sur Toulouse. Donc il n'y a pas que les grands comptes, il y a des très bonnes PME. Pas mal de clients justement de PME qui sont très intéressantes et qui ont des projets divers et variés. Voilà. On est quand même sur un bassin avec beaucoup d'acteurs de la scène, mais aussi beaucoup de comptes différents qui sont très intéressants. Et avec une diversification aussi des activités, avec toute l'actualité, il y a beaucoup de cybersécurité qui se met en place, qui était moins le cas avant. Voilà, ça diversifie quand même pas mal de choses et beaucoup de pontons, ce type de demande en ce moment aussi. Oui, j'allais y venir parce que il y a les grands groupes, mais il y a aussi tout le dynamisme, tout l'écosystème PME, start-up. Il y a une initiative d'ailleurs qui a été lancée, alors je ne sais pas s'il y a combien de temps, je ne suis pas toulousain, mais c'est l'IoT Valley. Je ne sais pas si tu peux en parler un petit peu, Steve, de cette initiative. Alors, oui, c'est un tout petit peu de mal à prendre en ce moment à Toulouse sur cette partie, mais en tout cas, il y a l'agglomération toulousaine qui a mis beaucoup aussi d'argent là-dessus. Il y a beaucoup de startups qui sont très intéressantes dans l'IoT Valley. Nous, on a quelques projets chez eux, surtout sur la cybersécu, surtout sur tout ce qui est objets connectés, IoT, d'où son nom. Mais c'est vrai que ça a un petit peu de mal à prendre pour l'instant. C'est pas ce qui a été annoncé à la base, c'est pas, voilà, on n'en est pas là encore pour l'instant, mais on attend l'éclosion de cette partie-là. Après, il y a des villages, le village Crédit Agricole aussi qui a vu le jour, où il y a pas mal de startups, ils ont des projets très intéressants avec des technos assez intéressantes que des fois on ne peut pas avoir dans des grands groupes, ou surtout dans l'aéronautique où on doit avoir des technologies éprouvées dans le temps. Donc, ça peut être assez intéressant si vous voulez être sur des nouvelles technos du moment. Je sais pas si toi tu vas un peu travailler sur ce côté-là, puis Philippe. Juste peut-être ajouter qu'effectivement, on voit ce qui se passe dans le secteur du spatial, avec bien sûr les acteurs institutionnels qu'on connaît depuis longtemps, mais surtout les acteurs du New Space, du fait de la disruption qui a connu ce secteur. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous avez massivement des nouveaux acteurs, des nouveaux clients de recherche des satellites télécoms ou d'observation qui n'ont pas les moyens des grands pays institutionnels, donc Europe, Japon, États-Unis, les pays dits développés. Et donc, ces constellations avec des acteurs qui ont donc des offres de nanosatellites, voire de satellites presque jetables, l'optique, c'est pour eux presque une GoPro, si jamais ne fonctionne plus. Eh bien, on relance des dizaines de mini-satellites. Donc, en fait, voilà, et ces acteurs du New Space à Toulouse sont tous implantés, Kineis, peut-être vous en avez entendu parler. On a, nous, eu aussi, à travers le CNES, qui est un incubateur, on va peut-être parler d'Exotrade, de l'Octorbital, et de New Space, notamment. Voilà, tous ces acteurs-là rayonnent et font rayonner Toulouse vis-à-vis de ce nouveau marché qui s'est ouvert depuis quelques années. J'ai une question à poser pour vous. Non. Oui, Monsieur a suggéré, penser en même temps que moi, au groupe Pierre Fabre. Moi, depuis que je suis à Toulouse, une dizaine d'années, jamais été contacté par Pierre Fabre, jamais vu d'annonce Pierre Fabre. Alors, je ne sais pas si c'est un marché caché ou un marché priorisé, je ne sais pas. Je ne sais pas faire comment pour postuler chez Pierre Fabre. Je pense que c'est mystérieux. Alors je pense que là, il faudrait s'adresser à la DRH sûrement de Pierre Fabre, peut-être,
Enfin, il me semble quand même qu'ils sont quand même sponsors d'une équipe de rugby. On voit régulièrement quand même leur logo. Enfin voilà, on peut contacter Pierre Fabre. Je pense qu'ils ont la porte ouverte. Je suis pas de la maison Pierre Fabre, mais ils sont présents sur Constantinople, ici, à Toulouse. Voilà, donc aujourd'hui, j'ai des collègues qui travaillent pour Pierre Fabre dans d'autres sociétés. Il n'y a pas encore de contrat aujourd'hui, mais on y travaille activement. Donc c'est une belle ETI, une très belle entreprise familiale, avec des solides assets, des marques reconnues. Enfin, moi je dis, moi c'est un client que je rêverais d'avoir le plus vite possible. Voilà. On va dire, là, actuellement, Pierre Fabre sur Toulouse, c'est plus la partie infra pour l'instant, sur la partie DSI qui est à Toulouse. Toute la partie développement est encore à Castres. Ça commence à arriver à Toulouse parce qu'ils ont du mal à avoir des profils. Voilà, à Castres, tout le monde passe des plaques à 4 et les plaques encastrées. Pas énormément de développeurs, en tout cas sur cette partie-là. Donc là, ils sont en train de venir à Toulouse sur certains projets. Mais pour l'instant, c'est pas encore totalement fait. C'est surtout la partie info. Avant de passer peut-être aux demandes du marché, l'évolution du marché un petit peu à Toulouse, je ne sais pas si vous vouliez revenir, on a parlé satellite, sur la transformation numérique de l'aéronautique et aussi sur d'autres secteurs, je pense notamment de vos secteurs, que ce soit machine learning, IA appliqué. Je ne sais pas si Steve, tu voulais revenir un petit peu là-dessus et comment ça se développe en fait à Toulouse. Je propose peut-être que tu ailles sur la transformation numérique. J'irai sur l'IA. Je démarre. Juste ce qu'il faut retenir, il n'y a pas de grand programme, vous l'aurez noté, dans l'aéronautique, on ne fait que des incréments, donc on rallonge avec le 321, on embarque en plus pour permettre aux low cost de devenir capable d'offrir du vol transatlantique. Bon. Donc pour l'instant, il n'y a pas de programme majeur à lancer. En revanche, tous ces incréments, eh bien, l'avion doit être décarboné, l'avion doit être plus économe en carburant, faire moins de bruit. Enfin, il y a pléthore d'innovations à amener dans l'aéronautique. Ça reste un secteur qui, plus que jamais, va solliciter des ingénieurs qui vont être capables de vous permettre de voyager dans un train et 10 fois mieux que dans un avion. Il faut être clair, on a plus de place, il y a moins de bruit, il y a moins de contraintes de sécu. Enfin, voilà, l'avion a encore des gros défis devant soi. On essaie de l'éliminer sur de courtes distances, mais par contre pour des trajets de moyenne et longue distance, il a un réel avenir. D'ailleurs, le carnet de commande l'atteste. Alors, nous, ce qu'on voit, c'est pour un certain nombre d'applications utilisées soit en ingénierie, soit aux essais, souvent ça a été développé un peu en mode rush, quick and dirty, ce que j'appelle. Et ces applications, il y a eu de plus en plus d'utilisateurs, elles ont été de plus en plus enrichies avec des fonctionnalités, j'allais dire des verrues. Bon, elles arrivent souvent un peu aux limites du système. C'est-à-dire que les points d'obsolescence, les outils sous-jacents sont plus maintenus, voire des failles de sécurité. C'est voilà, quand elles passent dans les radars, les équipes de cyber d'Airbus, et ben ça tilte rouge de partout. Donc on nous demande de plus en plus, et il y a des budgets en hausse dans le digital chez Airbus, le groupe, même pas que l'avion, pour reconstruire, refonder des applications plus robustes avec des socles techniques ad hoc au niveau état de l'art. Donc il faut le savoir, il y a des débouchés, on peut faire des projets super intéressants. D'accord on a un pôle, nous, de plusieurs dizaines de collaborateurs, par exemple, qui travaillent exclusivement pour des développements d'applications, de l'automatisation sur ces pôles-là. Le domaine des infrastructures aussi évolue beaucoup. J'aurai quelqu'un ici dans les équipes, si vous buvez un verre avec lui, il vous racontera plus en détail tout ce que les clients ont besoin de faire en mode vraiment plutôt urgent pour permettre en gros d'augmenter la capacité à vendre du service à leurs clients finaux. Et les infras doivent être flexibles, on doit vite pouvoir provisionner, on doit vite pouvoir rendre encore plus flexible que ce qu'on avait l'habitude de faire, parce que c'est une question de time to market. Donc il y a beaucoup de boulot aussi dans ces métiers-là, avec de la conteneurisation, avec beaucoup d'automatisation pour être capable, on sait ces technos, Cube, Ansible, pour les plus connus, puis d'autres qui sont plus de niche. Il y a des débouchés, on manque de main-d'œuvre encore dans ces domaines-là. Pour ceux que ça intéresse, voilà, il faut le savoir,
plus de travail aujourd'hui dans le monde des infra, peut-être que global dans le monde du dev. Je laisse continuer. Ouais. Donc justement, pour compléter ce que disait Jean-Philippe, dans l'infra, il y a surtout la partie DevOps. En ce moment, il y a beaucoup de demandes, justement, pour monter des serveurs à la volée, vu qu'en plus, Airbus est passé sur des cubes AWS. Du coup, il y a beaucoup de demandes de personnes certifiées, justement, sur AWS, pour justement mettre ce genre d'infra, pour donner du service et avoir une qualité de service irréprochable, et avoir de la sécurité irréprochable. Le but, c'est de ne pas avoir de problèmes de sécurité sur le top 10 OWASP, comme on peut le voir actuellement sur certains systèmes d'Airbus. Ça, le but, c'est que ça soit fiable. Après, on a toute la partie IA. Donc là, on va dire, il n'y a pas de gros projet qui voit le jour tout de suite, mais il faut se tenir bien formé sur cette partie-là. Alors, tout le monde fait du chat GPT ou ce genre de choses, voilà. Pense qu'ils font de l'IA, il y a d'autres choses derrière, même si on peut utiliser des API ou autres, mais il va y avoir des projets qui vont arriver, donc il faut se former là-dessus. Nous, à Vodatreo, on forme tous nos équipes sur ces sujets-là. Parce que de gros projets vont arriver. Pour l'instant, tous les investisseurs se regardent un petit peu, ils savent pas vers où aller, c'est sur ChatGPT ou autre, mais voilà, ça a été des gros projets là qui vont arriver là-dessus. Voilà, grosso modo. Et après, il y a toute la partie IoT. Même sur Airbus, parce que justement, le but, c'est aussi de minimiser les pannes et pour les compagnies aériennes d'avoir le moins possible l'avion sur le tarmac. C'est ça qui est cher. Donc le but c'est d'optimiser tout ça et justement ça se fait avec la sécurité, avec c'est pas mal de choses autour de ça. Voilà, grosso modo. Vous m'avez fait la transition du coup parfaite entre les forces en présence et du coup les demandes du marché. On a déjà attaqué un petit peu le sujet. On voit aussi qu'il y a une demande plus forte sur là je vais parler de développeurs, sur le développement full stack. Alors pourquoi on recherche aujourd'hui plus du full stack que les personnes qui vont être plus spécialisées back ou front? Alors il y a plusieurs phénomènes là-dessus. Forcément les clients ils préfèrent avoir un dev qui peut passer autant sur du back que sur du front. Alors, généralement quand on demande des devs full stack, on demande des devs qui ont plus de back et qui savent faire du front. C'est pas des intégrateurs généralement le but. Après aussi sur le marché en ce moment, il y a aussi beaucoup plus de concurrence, beaucoup plus de profils disponibles, donc forcément les clients essayent d'avoir le montant à 5 packs que tout le monde voudrait avoir. C'est le jeu en ce moment. C'est pour ça que là-dessus, les demandes ont évolué sur du full stack et aussi sur au niveau expérience, sur des profils environ de 5 ans d'expérience. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de besoin pour les juniors, mais c'est vrai que les clients là-dessus, ils regardent beaucoup l'expérience et généralement c'est à peu près à partir de 5 ans d'expérience. En termes front, on voit que les besoins sont souvent sur l'Angular. On avait une recrudescence pendant le Covid sur du React et là, on n'a plus beaucoup de besoins sur du React, c'est surtout de l'Angular côté front. Et côté back-end, comme d'habitude, le Java est toujours là, il y a toujours du .NET, on a beaucoup de besoins aussi Python qui sont liés aussi à la partie DevOps. Il y a pas mal de choses en DevOps qui sont faites en Python. Et comme je disais, des demandes sur des infra cloud, qu'ils soient Azure ou AWS. À Toulouse, c'est beaucoup plus des demandes AWS liées aussi à Airbus qui est passé sur ce système-là. Est-ce que tu voulais compléter peut-être sur tes stages? Non, juste te dire, tu l'as dit, pour les jeunes diplômés là aujourd'hui, puisque j'ai eu besoin de voir qu'il y en avait, si j'ai un conseil à vous donner, c'est soyez exigeants et vraiment mettez-vous vraiment en situation de choisir ce qui vous paraît le plus diplômant, le plus enrichissant d'un point de vue professionnel sur vos premières expériences. Pourquoi? Parce que si vous rentrez par exemple en instance technique sur un sujet et que vous en faites le tour au bout de 3 mois, vous allez perdre du temps par rapport à la foule d'ingénieurs qui sont déjà plus expérimentés que vous et qui vont continuer à avancer. Il faut que vous avanciez à la même vitesse que le marché, voire même plus vite. Donc choisissez des sujets plus complexes, des technos où vous devez faire un effort, peut-être pour continuer à vous former et être mentoré par des personnes. Si vous pouvez rentrer sur des projets, je pense que c'est mieux, puisque vous serez dans une équipe, et dans une équipe, vous allez être managé. On va vous faire la courte échelle à chaque fois que vous arrivez à passer des steps pour vous accompagner vers des choses plus compliquées et diplômantes. Jouez cette carte-là. C'est la meilleure pour votre rémunération et votre avenir professionnel. Ne le galvaudez pas et prenez-le très au sérieux. Oui, ça veut dire se mettre en déséquilibre avant, voilà ce que je voulais dire, mais je crois que c'est indispensable. Après, pour les plus expérimentés,
aujourd'hui, finalement, nos clients finaux, quand on est en ESN, veulent plus de flexibilité. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les taux de sous-traitance qu'ils avaient il y a encore, 2-3 ans, ils sont en train de les réaugmenter. Parce que ça vous a peut-être pas échappé, il y a quand même quelques plans sociaux, il y a quelques allègements de masse salariale sur les entreprises qui ne sont pas au trait en termes de résultats financiers. Et un des moyens de quand même continuer à délivrer les projets avec flexibilité, c'est quand même d'augmenter le taux de sous-traitance. Avec une sous-traitance plus engagée, c'est-à-dire un back-to-back, les deals que ces clients-là signent avec les opérateurs, avec les clients finaux, ils construisent des work packages dans lesquels ils attendent le même engagement vis-à-vis de l'ESN à qui ils vont confier une partie des affaires nécessaires pour réaliser et délivrer le projet global. Ça, c'est la grosse tendance du marché. Donc là aussi, nous, ESN, évidemment, on prend des expérimentés et des jeunes à potentiel qui nous prouvent lors des entretiens qu'ils ont envie de progresser vite. Je sais pas si tu voulais ajouter quelque chose sur... Non, comme disait Jean-Philippe, ce qui est important maintenant, c'est pas forcément le niveau technique, c'est le potentiel et surtout le consulting. Parce qu'en ESN, on a des consultants, on n'est pas là pour avoir des développeurs qui savent pas communiquer en équipe. C'est très important d'être en équipe. Donc il faut vraiment se montrer. Hein. Le but, c'est aussi de dire voilà, moi je sais faire des choses, je sais pas tout faire, mais en équipe, je peux m'appuyer sur d'autres personnes. Pour faire les choses vraiment tous ensemble. Donc ça, c'est important parce que souvent, on peut voir des personnes qui pensent que la partie technique est très importante, mais ils négligent la partie vraiment humaine derrière ça. Nous, en tout cas, en ESN, c'est très très important. C'est notre consultant, c'est notre premier commercial chez le client. C'est important de montrer la bonne image de la société et de la profession. Eh bien, écoutez, on va pouvoir passer à la dernière partie de cette table ronde, donc sur les différents défis du bassin toulousain, et globalement aussi du marché de la tech dans sa globalité. À savoir que à la fin, donc dans une dizaine de minutes, il y aura aussi un espace de questions-réponses, donc 15-20 minutes. Donc si vous avez des questions, surtout n'hésitez pas à les poser. Du coup, et sur les défis, on peut commencer peut-être avec, on voit il y a une tendance qui se dégage sur la réduction du télétravail, quelque chose qui a été accéléré avec le Covid, mais on sent qu'il y a une tendance un petit peu sur la descente vis-à-vis du télétravail. Qu'en est-il, que ce soit à Toulouse ou en France? On revient quelque part à des ratios. Du full télétravail, j'en ai quasiment pas dans ma BU aujourd'hui. La règle, c'est 50% maximum. Alors, on est pour autant pas militant de tout le monde tout seul dans sa voiture tous les jours. Hein, d'accord? On a des incitations pour que, à la fois, on demande aux collaborateurs, aux consultants de venir plus souvent sur site, mais en étant respectueux de l'environnement, essayer d'utiliser déjà le vélo quand c'est possible, les transports en commun, de convoiturer. Tout ça se fait assez naturellement, je dirais. Les gens apprennent à se connaître, à voir qu'ils n'habitent pas forcément très loin les uns des autres et trouvent des solutions. Deuxièmement, pour les jeunes, il n'y a pas de secret. Si vous êtes en full télétravail, vous mettrez forcément plus de temps sur des sujets où vous avez besoin d'être quand même à proximité. Les outils permettent de faire beaucoup de choses, mais il n'y a rien quand même qui remplacera du travail en pair working avec quelqu'un à proximité qui vous débloque un test en temps réel ou qui vous montre ce qui a été fait sur un développement similaire. Enfin, j'ai des exemples, il y en a tous les jours. Et deux, je trouve que c'est quand même vachement sympa de pouvoir aller faire une activité avec ses collègues entre midi et deux. Moi, je cours le matin, des fois le midi. Tout seul chez moi c'est marrant, mais c'est plus sympa avec les potes. Même, voilà, avec mon âge. Ça me permet de me tenir en forme aussi, de courir, voilà. Donc, il y a plein de raisons qui font que pour le lien social, pour participer à la vie dans l'entreprise, être au courant des projets sur lesquels on peut onboarder après le sien, je ne peux que vous recommander, de trouver un équilibre. Je sais que parfois avec une famille, des jeunes enfants, c'est pas toujours évident, mais il faut arriver à le construire. Le télétravail, sans faire l'ancien combattant, il n'y en avait pas. Hein. Donc,
c'est apparu vraiment au début, au courant des années 2000, et c'est plutôt une belle avancée. Mais il faut, je pense aujourd'hui, trouver un équilibre entre la performance qui est nécessaire dans votre job et les aspects vie privée. Je trouve que c'est déjà pas mal quand on peut en faire 2 jours par semaine. Ça permet souvent de faire un break, on a moins de transport, moins de stress, on est plus à l'aise de gérer les deux. Éventuellement, pouvoir programmer une activité sportive ou autre, ou culturelle, plus facilement. Voilà. Comme je le disais tout à l'heure, hein, le but aussi, c'est d'avoir des consultants. Forcément, des consultants qui sont chez eux tout seuls, ça fait pas une équipe et ça fait pas forcément avancer le projet. Alors, ce qui est important, c'est que le but, c'est d'avoir une équipe vie pro, vie perso, donc c'est important aussi du télétravail. Nous, l'émission full remote, quasi plus comme il y a 2-3 ans à l'époque du Covid. Ça, il y a quasi plus. Souvent, les clients, ils demandent du full présentiel au début. Et ça, c'est important parce qu'il faut aussi montrer aux clients tu peux avoir confiance. Tu as aussi à des gens qui ont abusé. C'est comme ça, on est dans un monde où il y a des gens qui abusent. Il faut déjà monter en compétences, soit technologiquement ou soit en termes de métier, pour que le client ait confiance. Et après, nous, il n'y a pas de souci, généralement chez les clients. Après, très vite, au bout d'1 mois, il y a 2-3 jours de télétravail. En moyenne, c'est ça. Hein, c'est 2 ou 3 jours de remote en moyenne. Donc ça, c'est important pour communiquer, pour qu'il y ait du team building dans l'équipe et aussi, comme je disais, pour faire des activités extra-professionnelles pour mieux se connaître. Parce que le but, c'est de travailler ensemble, mais c'est aussi de partager des choses plus personnelles pour justement voir les problématiques, les limites des personnes dans l'équipe et comprendre les problématiques de chacun. On a vu aussi, donc pour l'attractivité toulousaine, donc il y a des nouveaux projets dans l'aéronautique, il y a l'IoT Valley, bon, qui est un petit peu, qui galère un petit peu en ce moment du coup de ce que j'ai compris, Steve. Mais c'est quoi le secret pour rendre la ville de Toulouse plus attractive par rapport à d'autres bassins, donc la Bordelais, le bassin lyonnais, qui sont quand même des villes assez attractives, hein. Je parle pas du bassin parisien parce que c'est quand même un autre monde, je pense. Mais c'est quoi le secret pour Toulouse pour être plus attractif? Ouais, rapidement, juste, Toulouse est quand même toujours, je pense, un peu en retard dans le plan de transport global. Même si on a quand même une 3e ligne de métro qui va voir le jour, c'est quand même pas mal l'enfer pour rentrer et sortir tous les matins de l'agglo. Soyons clairs, le centre-ville est hyper petit, donc de toute façon l'aménagement piéton, on y va tout droit, on va sortir de plus en plus la voiture, et ça je pense que c'est pas mal, et là Toulouse le fait plutôt bien. Après je dirais que c'est plutôt accompagné, il y a une grosse population étudiante, Toulouse doit être la première ou 2e ville de province en termes d'étudiants, je crois qu'il va y avoir Lille qui va être à peu près dans la même zone. Ouais, on pourrait rêver peut-être d'avoir pour ces populations-là plus de pas de diversité, mais je veux dire de distraction. Enfin, je sais pas, quand je regarde le programme du Zénith à Toulouse et que je vois d'autres villes, j'ai l'impression qu'on a vraiment un train de retard sur pas mal de sujets, de spectacles, de concerts, de choses comme ça. Pour une ville du calibre de Toulouse, il faudrait un peu se secouer sur ce sujet-là, me semble-t-il. Et après, le reste, on a un cadre de vie qui est assez génial, hein. On est pas loin de la mer, pas loin de la montagne, pas loin de l'Espagne. On peut se loger encore à Toulouse, globalement, quand même moins cher que dans des villes comme, je pense, Bordeaux, Mans, même Montpellier. Donc, c'est plutôt bien pour des jeunes qui vont chercher quand même à pas s'excentrer trop de Toulouse. Ça monte, bien sûr, mais c'est tout raisonnable. Il y a une qualité de vie, après c'est à nous tous d'en prendre conscience et de la préserver. Ça a toujours été une ville ouverte. À la base, Toulouse est beaucoup plus ville jeune, étudiante, dynamique, voire ouvrière. Hein. Il y avait des chaînes, il y avait beaucoup de sites industriels à Toulouse, et il y en a encore. Je pense que Toulouse est la première ville, si on regarde le PIB industriel. On a quasiment un quart de la valeur produite sur Toulouse qui est grâce à des sites industriels.
Et quand on sait qu'en France, il y en a plutôt, voilà, on entend souvent parler de fermeture, à Toulouse, il faut quand même se réjouir, il y a plutôt des extensions. Voilà, donc ça permet à des gens qui ne veulent pas forcément travailler dans un bureau d'études d'avoir des jobs sur des aspects manifs qui sont aussi très importants et générateurs de valeur. Après, oui, à Toulouse, on essaye aussi que tout ne tourne pas autour de l'industrie. Généralement, on a souvent tout qui est autour de Blagnac, Saint-Martin ou autre. Là, par exemple, le quartier de la cartoucherie, qui est sympa, qui attire pas mal d'activités. Après, sur tout ce qui est technologique, comme tu en parlais tout à l'heure, Kineis fait pas mal de choses là pour tout ce qui est satellite, des choses avant-gardistes. Donc il y a beaucoup aussi de besoins là-dessus, technologiquement assez poussés. Il y a tout ce qui est drone, dans tout ce qui est militaire, qui commence aussi à bien arriver, et on est à la pointe là-dessus, donc c'est très intéressant. Et on peut être sur des nouvelles technos là-dessus, donc on commence à... Il y a une diversification quand même autour de l'aéronautique et du spatial qui se fait via des nouvelles structures, des consortiums qui sont très intéressants et que toutes les ESN, on les suit justement pour les aider là-dessus à remporter des parts de marché et qui vont donner des projets super intéressants par la suite très bientôt. Eh bien écoutez, merci messieurs, bravo déjà, merci beaucoup. On va pouvoir du coup passer aux questions-réponses. Donc il y a un monsieur qui avait déjà pris de l'avance, mais c'est maintenant du coup, si vous avez des questions, n'hésitez pas à lever la main. Moi je vais venir passer le micro. Des questions que ce soit sur la conférence ou des questions plus personnelles hein, sur l'environnement de la tech. Donc n'hésitez pas. Ouais, ça suit pas la mode du Black Friday ou des soldes de fête. C'est toute l'année. Les sociétés souvent recrutent sur des plans stratégiques à 3-5 ans. Elles définissent des métiers sur lesquels elles veulent se renforcer. Elles définissent aussi des parités souvent améliorées, parce que dans beaucoup de cas, si vous êtes entre guillemets une jeune femme, vous allez plus souvent avoir peut-être une chance d'être. Oui, il faut savoir, il y a quand même le métier d'ingénierie, on est quand même à 85% d'hommes et 15% de femmes. Donc voilà, mais c'est souvent des plans sur plusieurs années, clairement. La conjoncture fait que parfois ils décident d'accélérer un petit peu plus vite ou au contraire d'avancer un petit peu plus lentement. Si vous regardez aujourd'hui ce qui se passe, oui, c'est vrai qu'il y a des gels d'embauche chez certains grands clients. D'accord. D'autres, c'est du remplacement. Je prends des cas souvent, je connais bien Airbus Defence and Space, 30 000 employés au global, donc c'est 1000 personnes qui partent en gros chaque année. Oui. 1000, à peu près. Ben oui, 30 fois 1000, ça fait à peu près le temps que vous passez à l'entreprise à quelque chose près, donc c'est 1000. Voilà. Donc il ne faut pas non plus paniquer quand ils disent qu'ils ont un plan de réduction de 2500 personnes. Ben, c'est en gros les départs de cette année et ceux de l'année prochaine. Ni plus ni moins. Donc ils vont très vite réembaucher derrière à un moment donné. À partir probablement de l'été prochain, ils réamorceront sur certains métiers des plans pour continuer, puisqu'il y a des filières qui se portent bien et il faut continuer à pouvoir faire grossir les effectifs. D'accord ? Donc il ne faut pas non plus tout le temps tomber dans le catastrophisme quand on entend dans la presse des réductions d'effectifs. Il faut toujours rapporter à un rythme naturel de départ en retraite dans ces entreprises. Et ce que vous entendez, parfois, une fois que moi j'ai connu, il y a 10 ans, je rentre chez ADL justement, je fais mes premières visites commerciales, et on me dit, écoutez, il n'y a pas de social, on ne va rien faire avec la sous-traitance. Sauf que qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont perdu les petites affaires, ils ont gagné les grosses qu'ils ne pensaient pas gagner. En plein au milieu, début de démarrage de plan, il n'y avait pas d'autre choix que de reprendre en sous-traitance les compétences dont on avait activement besoin pour démarrer les projets. Et ce qui a permis de, contre toute attente, les 2 premières années où j'ai eu à m'occuper de ce secteur, on a explosé que les chiffres. À cause de ce que je viens de dire. Exactement. Les embauches, c'était pas directement chez le client, mais elles étaient chez les partenaires de l'ES. Exactement. Nous, on est justement, quand
ils arrêtent des consultants chez eux, ils en prennent chez nous parce que forcément en fait les projets sont toujours là, il faut quand même les livrer et forcément s'ils peuvent démarrer avec une ESN et peut-être arrêter au bout de 3-4 mois sur une certaine livraison, ils vont le faire. Après, c'est vrai qu'en France, on regarde toujours ce qui est négatif. Il y a aussi beaucoup de sociétés qui recrutent, qui explosent en ce moment. Oui, certes, c'est pas Airbus en ce moment, mais il y a plein d'autres sociétés. Il ne faut pas se focaliser juste sur les mauvaises nouvelles du moment. Il y a plein de choses en ce moment à Toulouse, en France, en général. Donc, le secteur est porteur. En ce moment, on est en plein dans les budgets, généralement avec les clients, ça se passe de septembre jusqu'à fin janvier, début février. Donc oui, c'est pas là où il y a tous les besoins, mais en tout cas, on sait qu'il va y avoir des besoins qui vont arriver en février, et donc il faut qu'on ait les talents de demain et qu'on forme les futurs talents de demain. Donc c'est ça qu'on recrute toute l'année dans toutes les ESN. Alors, pour ce qui me concerne, elle a plutôt tendance à grignoter relativement du pourcentage par rapport à l'ASD, parce que le spatial est quand même très chahuté. Et l'aéronautique, c'est quand même sous contrôle financier. C'est-à-dire que les investissements, il y en a, il y a des projets, mais ils sont soigneusement choisis et triés sur le volet. Dans le tertiaire, aujourd'hui, vous avez des acteurs moins orange dans la région, qui reste très dynamique, parce qu'il y a des avancées technologiques dont ont besoin nos clients, parce qu'ils font du service eux aussi avec Orange Business Services, ils font de la R&D, ils ont besoin de toute façon d'être à proximité des écoles et ils recrutent un certain nombre encore de jeunes diplômés. L'entité qui est à la cartoucherie de cyber, elle grossit aussi. Faut savoir que Orange Business Services doit être en chiffre d'affaires sur le podium, juste derrière Cap et Sopra quasiment. Donc c'est gros. Et c'est pourvoyeur d'emplois dans la région. Après, si on regarde EDF, les activités qui sont ici, EDF est confronté, alors d'une part à la séparation du métier de distributeur de celui de commerçant sur l'énergie. Donc il y a des projets informatiques qui doivent tout le temps continuer à se faire pour différencier la branche commerce, que ce soit pour les marchés particuliers ou entreprises. Et aujourd'hui, c'est dynamique, c'est un accroissement. Aujourd'hui, nous, on a des perspectives de développement, par exemple, de nos activités en tant que SN avec les groupes comme EDF. Sans parler des sites comme la distribution, l'intervention, le support sur les sites qui sont très consommateurs d'énergie. Et enfin, le bancaire. Alors, le bancaire, en revanche, là, je peux mesurer, parce que tant qu'il y a une croissance assez atone, des taux pour l'immobilier qui refroidissent un peu les gens, voilà, ça pose des problèmes pour passer à l'acte d'achat. Les banques vivent avec des revenus qui sont pas énormes, c'est-à-dire ça rétribue les livrets, peu d'investissements productifs, peu de marché immobilier pas très tonique. Et après, il faut avoir des produits financiers élaborés pour des patrimoines, mais ça, c'est pas toutes les banques qui ont ça. Donc, moi, les banques aujourd'hui, grosse transformation. Pas sûr qu'il faille miser beaucoup sur le développement, je dirais, du secteur tertiaire, c'est-à-dire pour les aider à supporter les applications en cours aujourd'hui. Les nouvelles applications, tout ça, je ne sais pas, je me laisserai compléter, mais moi, je crois pas trop. Nous, c'est pareil, ça grignote aussi, justement à court terme, et tout ce qu'on savait, le côté aéronautique et spatial, voilà, ça n'a pas le vent en poupe en ce moment, mais on sait qu'en 2025, ça va revenir, peut-être début du deuxième trimestre 2025, ça va revenir. Après, on a tout ce qui est BTP aussi qui revient pas mal, mais énormément de mal à un instant T sur le B2C, mais ça commence à revenir. Donc là, on a pas mal de demandes là-dessus. Et après, oui, les plus grosses demandes sont dans l'énergie. Là, en plus, avec
toute la partie panneaux solaires qui commence à bien s'installer. Du coup, on a pas mal de besoins là-dessus pour faire tout ce qui est imagerie, pour vendre du panneau solaire aux sociétés ou autres directement avec de l'IA pour voir où on pourrait poser le panneau solaire et pour faire des contrats de location, ce genre de choses. Donc, il y a des sociétés qui se montent et il y a des sociétés comme Total, justement, qui sont beaucoup dessus en ce moment sur cette technologie-là. Alors, bon, déjà, il y a les technos. Il faut aussi aller sur les technos du marché. Alors, il y a toujours le Java qui est là, il y a le .NET qui est là, mais il faut, maintenant, les demandes clients sont sur, pas forcément maîtriser tout, mais ne pas se cantonner à une seule techno. Parce que d'un projet à un autre, ça peut être différent. Alors, maintenant, il y a beaucoup de langages qui font grosso modo la même chose différemment. Mais ce qui va être très important, c'est savoir se former. Nous, en ESN, on forme nos devs, mais il faut aussi se former chez soi. C'est une formation perpétuelle. Maintenant, avec des outils comme ChatGPT ou autre, ça permet vraiment de se former assez rapidement et surtout, quand on maîtrise une techno, on peut passer sur une autre techno assez facilement en posant des questions si on connaît les mots techniques ou autres. Ça, c'est très important. Alors, nous, on voit souvent aussi chez les devs qui ne veulent pas passer à ce genre de technologie. Je sais pas, ils ont peur des fois, je sais pas, si l'IA va leur prendre leur travail, je sais pas. Moi, je vois plutôt que ça va montrer votre valeur ajoutée. Je veux dire, vous allez moins, comme on dit dans le jargon, pisser du code toute la journée, vous allez vraiment vous concentrer sur l'aspect algorithmique, sur vraiment ce qui, normalement, vous a mis en tant que dev. C'est faire vraiment des sujets super intéressants, stimulants, intellectuels. Donc il va y avoir surtout ça, vraiment l'auto-formation et vraiment s'intéresser au métier. Le but, c'est de ne pas juste faire du dev et pas savoir ce que va faire sa feature. Normalement, quand on est dans des contextes agiles, on est censé gérer une feature limite de A à Z. Il faut vraiment, c'est ça qui va être important, c'est ça, demander, savoir ce que l'on fait, à quoi ça va servir et s'impliquer. Et ça, c'est la partie consulting que je disais juste avant, et ça, c'est très important. Le client va plus regarder cette partie-là que la technique. Donc, c'est ça qui va être important. Il y a pas mal de choses à maîtriser, mais quand on s'en donne les moyens, il n'y a pas de souci. C'est pour ça que nous, on intègre des juniors et dans les très premiers temps, il n'y a pas de souci, qui ont le même niveau très rapidement que des gens plus expérimentés. Et après, il y a des qualités intrinsèques qu'on retrouve plutôt chez les gens qui performent. C'est quand même avant tout une certaine rigueur. Que quelqu'un qui doit recéter ton code, voilà, on va dire, voilà, c'était propre, j'ai pu tester facilement, voilà. Documenter. Pareil. Ensuite, je crois qu'il faut garder à l'esprit qu'il faut être curieux. Il ne faut jamais développer quelque chose dont on ne comprend pas le tenant et les aboutissants et le scope fonctionnel. Tu dois demander à quoi ça sert. Qu'est-ce que va en faire le client? Toujours être curieux de voilà à quoi tout ça va et quelle valeur en attend le client. Parce que quand on développe, c'est qu'à un moment il y avait une solution, soit elle est techniquement has-been, soit elle coûte trop cher. Enfin tu vois, il y a toujours un enjeu derrière. Hein. C'est pas un acte gratuit. Et troisièmement, après, on se nourrit les uns des autres hein, dans le boulot. C'est comme ça que ça fonctionne. Donc il faut être communicant, bienveillant. Pas replié sur soi-même, incapable d'expliquer à un collègue ou à un moment au café sur quoi tu travailles, et inversement lui demander lui, de vous échanger un peu vos façons de faire, tout ce qui va te permettre de progresser plus vite que ceux qui restent un peu dans le cours. Voilà, plus de ce que tu as entendu précédemment. Parce que je vais rajouter surtout et être patient. Parce que c'est vrai que, alors surtout la nouvelle génération, souvent au bout d'un an, j'ai fait le tour, je veux être lead tech, je veux être DevOps, je veux être. Non. Alors, on peut monter vite hein, si on a des compétences autant soft skill qu'hard skill, mais il faut être patient. Même si oui, effectivement, plus on va avoir de responsabilités comme des leads ou autres, on va avoir un gap salarial, il ne faut pas non plus toujours courir là-dessus, il faut quand même se former et de réussir à justifier de ses compétences. Donc, c'est pas parce que ça fait 1 an qu'on a fait du développement qu'on veut passer sur du lead très rapidement. Ça va se faire, et là, ça se fait plus rapidement que d'autres. Il faut être patient un petit peu là-dessus. Et pareil sur les projets.
C'est pas parce que ça fait 6 mois qu'on est sur un projet, on dit oh, on a tout vu. Alors, on peut aussi proposer des évolutions aux clients, on peut proposer des nouvelles façons de faire, des nouvelles technologies, ce genre de choses. Voilà. Sauf si c'est un projet où on est très enfermé, on ne peut pas faire grand-chose. Mais voilà, il faut être patient et ça, c'est une qualité à avoir. Heureusement, il y en a. Heureusement. Ça dépend de quel point de vue on se positionne. Non, bah, après, on reste tous partenaires. C'est sûr qu'on fait moins, chacun fait moins de sous-traitance qu'avant. Forcément, il y a des ESN qui me disent qu'ils n'ont pas d'intercontrat. Moi, j'y crois pas. On en a tous, on en a plus qu'avant. Ça c'est un fait. Après, on les gère pas tous de la même façon. Voilà. Moi, je pars du principe que justement, la période d'intercontrat elle est là pour se former. Après, le but, c'est que ça dure le moins longtemps possible. Mais on n'est plus dans les niveaux pendant le Covid. Donc, on n'a plus les niveaux d'avant à 20%, entre 20 et 30%. On est retourné sur des standards que l'on avait entre 5 et 15%, ça dépend des ESN. Voilà, on n'est plus dans ce mode-là. Il y a du boulot, il y en a moins qu'avant. En termes technologiques, il y a des sujets un peu plus tendus. Par exemple, en ce moment, le Java est plus tendu. Parce que c'est là où les ESN ont plus d'intercontrats. Donc forcément, quand le client a un besoin, et ils ont 60 CV dans la journée, quand avant le Covid, ils avaient 2 CV. Donc forcément, c'est plus c'est pour ça que les sélections vont se faire, comme je le disais, sur le consulting, parce que sur la partie technique, globalement, les gens se valent. Et après, forcément, on peut faire un consultant qui va s'intéresser, qui va poser des questions, qui va avoir des compétences métiers, voilà, ça va se faire là-dessus. Mais globalement, le marché se porte bien, il ne se porte pas aussi bien qu'avant, mais il se porte bien et il y a de nouveaux acteurs. Et donc, on se concentre aussi sur les nouveaux business qui vont justement continuer à éclore et qui vont donner plus de business à l'ensemble des sociétés. Mais on continue à collaborer, ça ne pas de souci. Juste peut-être pour rajouter, dans mon département, comme on avait eu, j'ai à peu près 20% de sous-traitance. Actuellement, c'est vrai que c'est moins. Alors, le marché s'autorégule. Qu'est-ce que font en général les prime contractors? Donc, on est passé d'une situation où on avait parfois du mal à avoir les équipes avec un organique, ce que j'appelle, donc on sous-traitait le plus, on était jusqu'à 20-25%. Au-delà, après, c'est dangereux, parce que vous perdez la maîtrise, vous avez du turn subi, vous pouvez avoir des pénalités. Ça peut coûter quand même, vis-à-vis des contrats que vous avez, ça peut coûter pas mal d'argent. Actuellement, je pense qu'il y a encore des structures, ce que j'appelle le rang 2, qui survivent, et c'est pas les capacitaires. C'est-à-dire que ceux qui faisaient un peu tout, derrière des primes et répondaient à leurs sollicitations, elles souffrent. En revanche, ceux qui ont quand même quelques expertises de niche, sur les socles, dans les infras, continuent à bien quand même garder un bon niveau d'activité, parce qu'elles se sont spécialisées, elles ont des gens certifiés, avec de réelles expertises et une seniorité. Voilà. Donc, ça suppose d'avoir choisi un peu ses combats. Quand le marché se contracte, un rang 2 qui est généraliste souffre en général beaucoup plus qu'un qui est spécialiste. Hein, d'accord ? Après, notre marché, le monde des ESN, c'est toujours régulé. Ça a toujours été comme ça. Parce qu'il y a des rachats entre sociétés. Et il y en aura toujours, des rapprochements également. Donc il y a de toute façon une course à la taille, mais il y a de la place pour des acteurs intermédiaires. Quand la conjoncture est très porteuse, on a des rendeurs qui peuvent atteindre des tailles assez importantes. Aujourd'hui, c'est moins le cas. Hein. Ils ont déchété tous beaucoup plus fortement que les primes, ça c'est clair. On s'est battu pour aller voir les directions d'achat pour leur dire concentrer le business sur moins d'acteurs parce qu'on avait moins à donner. Vous avez fait des promesses de taille de business et de volume, on a déposé des prix en face de ces promesses, maintenant que ça se rétracte, s'il y a un supplier qui délivre moins bien, vous servez moins bien et vous gardez s'il y en a les 6, vous gardez les 4 qui travaillent le mieux. Tout le monde fait à peu près ça. Hein.
moi, j'en ai quasiment pas. Pourquoi? Parce que c'est une question légale. Les contrats que j'ai avec mes clients, je peux être effectivement amené à de la requalification parce qu'un freelance, bien souvent, il va vouloir travailler 5 jours sur 5 chez le même client. Et ça, c'est du salariat déguisé. Donc aujourd'hui, je porte jamais un freelance directement, je passe par une société de portage et je fais en sorte, si c'est possible, qu'il ne soit pas monoclient. Pour me prémunir de toute requalification et tout problème légal vis-à-vis de ce qu'on doit respecter, qui est qu'aujourd'hui, j'ai acheté une prestation, il me facture des livrables, je ne lui achète pas des jours, il ne me facture pas des jours. Il y a un cadre légal, si vous vous faites contrôler, vous pouvez avoir des amendes très salées. En toute légalité, le freelance qui va vous facturer, par exemple, il est sur un projet, il va travailler sur un ordre de mission de 3 mois, il va vous facturer ce qu'il a fait. Sur ça, il n'y a rien d'illégal. Non, par contre, si ça dure des années et des années. Ah, ça d'accord. Mais et malheureusement, il y a des cas. Mais après, je pense pas que le freelance va vouloir rester 20 ans peut-être après faire des stages, je les ai pas. Peut-être par rapport à sinon, du coup. Je crois que c'est 3 ans, hein. Je crois que déjà 3 ans. Oui, voilà. Mais bon, alors, la problématique qu'on peut avoir, moi, quand on passe sur du freelance, c'est surtout sur des expertises techniques qu'on n'a pas ou qui sont vraiment pointues à un instant T. Tu vois, le problème aussi que l'on a, on va être nous au forfait, c'est-à-dire on va investir sur des personnes. C'est-à-dire, voilà, si on prend un freelance, on va investir sur lui, il va peut-être partir un moment, mais ça, parce qu'on a capitalisé sur lui, il va falloir remonter en compétence sur une personne. Nous, on préfère passer par des partenaires, parce que quand il y a une personne qui sort, il nous retrouve une autre personne, contractuellement, c'est comme ça que ça se passe. Et des fois, même dans les contrats, il met des clauses comme quoi ils prennent 1 ou 2 semaines ou 1 mois de gratuité pour reformer une autre personne. Voilà. C'est ça, c'est plus simple à gérer pour nous. C'est pour ça que nous, on a fait le choix de prendre des free vraiment sur des sujets vraiment pointus et généralement qui ne durent pas très longtemps. En fait, c'est des sujets d'1 mois jusqu'à 3 mois maximum. Mais c'est vraiment sur des sujets pointus, soit parce qu'on n'a pas de personnes dispo à un instant T, soit parce que c'est une expertise que l'on n'a pas et qu'on ne souhaite pas avoir, parce que c'est pas un marché qui nous intéresse. Enfin, c'est sûr, quand on parlait tout à l'heure des difficultés potentielles de certaines ESN, les freelance en ce moment, c'est très très compliqué pour eux. Continuellement, les freelance, toquent à notre porte pour revenir en salariat, parce qu'en ce moment, c'est vrai que c'est très compliqué pour eux. Eh bien, merci pour ces questions. Merci messieurs encore une fois. Bravo.